Toute l'industrie de la cybersécurité ces dernières années a été construite sur la base qu'il y avait un RSSI disponible dans les entreprises, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y en a un pour 10 000 aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette série de cartes blanches dédiées aux leaders de l'IT. Aujourd'hui, pour une nouvelle carte blanche, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Durand, qui est VP Europe du Sud chez Sophos. Bonjour Bruno. Bonjour Olivier. Alors rappelons-le, Sophos est un éditeur bien connu de cybersécurité, spécialisé dans le réseau, les endpoints, plutôt pour moi focus PME, ETI, qui pousse un petit peu sur les grands comptes et le marché MSSP. Est-ce que j'ai bien résumé Bruno? Peut-être complété. Alors, c'est un court résumé, puisqu'effectivement, Sophos a énormément évolué ces 3 dernières années. Vous n'êtes pas le seul savoir, Sophos, c'est une société qui est sur le marché depuis plus de 40 ans. On a fêté notre 40e anniversaire l'année dernière, 1985, société anglaise, d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà. C'est aujourd'hui un peu plus de 600 000 clients qui vont d'une taille de 1 employé jusqu'à des centaines de milliers d'entreprises. C'est un leadership sur le marché du MDR avec un peu plus de 40 000 clients. Ce sont 25 000 partenaires au niveau mondial, dont des partenaires MSP, énormément de partenaires MSP. Ce sont des milliers, des dizaines de milliers de partenaires MSP, des partenaires MSSP également qui nous permettent aujourd'hui d'adresser aussi le haut du panier des ETI et des grandes entreprises. Donc voilà, aujourd'hui, nous adressons avec nos solutions l'intégralité des entreprises sur le marché. Donc ma vision était un peu réductrice, voilà. Alors vous avez choisi pour cette carte blanche d'aborder un sujet qui est le seuil de pauvreté cyber. Alors pourquoi ce sujet? Et puis surtout, c'est quoi le seuil de pauvreté cyber? C'est une belle terminologie. Alors, je vais partir avec quelques chiffres. Alors, si on regarde dans le monde, il y a à peu près 359 millions d'entreprises. Sur ces 359 millions d'entreprises, il n'y a que 35 000 RSSI, CISO en anglais, référencés. De responsables cybersécurité. Voilà, exactement. Soit un ratio de 1 pour 10 000. L'analogie voudrait dire que c'est le même ratio de personnes qui ont accès à un jet privé dans le monde. En train de dire que la cybersécurité est un luxe. Ah oui, c'est du luxe, voilà. D'accord. Ah oui. Grosso modo, c'est ça. Voilà l'analogie maintenant. Et en fait, que toute l'industrie de la cybersécurité ces dernières années a été construite sur la base qu'il y avait un RSSI disponible dans les entreprises, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y en a un pour 10 000 aujourd'hui. Alors, malgré le fait qu'il y ait 240 milliards de dollars dépensés dans la cybersécurité tous les ans, avec de nouveaux outils, mais par contre, on voit de plus en plus de brèches. On voit que tout devient plus complexe, tout devient plus coûteux, que l'on empile les outils de cybersécurité. Firewall, endpoint, vous l'avez mentionné tout à l'heure, du CIEM, du MDR. Et malgré toute cette technologie disponible, le téléphone des RSSI sonne toujours à 2 h du matin, puisqu'ils sont face à une faille de cybersécurité. Et ce que vous dites sur les RSSI, c'est encore pire pour les DSI, parce que bon nombre de PME n'ont pas de DSI non plus pour s'occuper de la sécurité. Absolument. Alors, vous parlez d'empilage, en fait, ou de millefeuille, je dirais, applicatif. En quoi cela pose problème et vraiment un souci dans les entreprises? Alors, l'empilage de technologies est dû au fait que la surface d'attaque a évolué ces dernières années. Elle ne fait qu'augmenter, des nouvelles failles de sécurité, nouveaux problèmes, nouvelles solutions. On voit que le secteur de la cyber ou l'industrie de la cybersécurité a développé un certain nombre de solutions pour répondre à des problèmes ponctuels. C'est-à-dire que pour vous, on empile à chaque fois On empile un problème, une solution. En revanche, ce qu'on ne cherche pas à faire, c'est un système de défense cohérent où chacun des éléments va pouvoir interagir et avoir une action directe sur l'attaque, si c'est une attaque, ou sur la gouvernance, si on parle de gouvernance. C'est-à-dire que l'empilage de solutions rend les solutions parfois inefficaces? Alors, ça ne les rend pas inefficaces, ça les rend complexes, ça les rend difficiles à administrer. Les ressources en cybersécurité dans les entreprises sont limitées. Ces ressources doivent appréhender un certain nombre de technologies. Ces technologies, elles évoluent, effectivement. Il faut continuer à se former. Les alertes toujours plus nombreuses de toutes ces technologies génèrent une fatigue très importante chez les analystes qui, aujourd'hui, n'ont plus la capacité ni le temps de pouvoir gérer toute cette infrastructure ou ce millefeuille, comme vous l'avez évoqué. Oui, le millefeuille applicatif, sans parler de l'overlap et puis des coûts associés. Les coûts associés, ça, effectivement. Alors, donc, vous poussez une vraie gouvernance de ces outils, une vraie gouvernance de la cybersécurité. Ça veut dire quoi concrètement, apporter de la gouvernance à cette flotte un peu d'outillage hétérogène? Alors, la gouvernance, c'est un enjeu stratégique et organisationnel, plutôt que technologique. La technologie existe aujourd'hui. Maintenant, comment on va utiliser cette technologie pour apporter la donnée
au comité de direction, puisqu'on a déplacé aujourd'hui le débat de la cybersécurité, de la salle de serveur, au comité de direction en apportant la gouvernance dans les modèles de cybersécurité existants. Alors, effectivement, l'hétérogénéité de toutes ces solutions, la complexité de toutes ces solutions, comment on va pouvoir orchestrer et manager la gouvernance dans ce cadre-là? Tout simplement en ayant suffisamment de données. Le volume va être important. Il va falloir collecter énormément de données, contextualiser, corréler, analyser cette information pour pouvoir en sortir des éléments pertinents, utilisables pour le RSSI, pour mettre en place sa stratégie et son organisation de cybersécurité. Ça, c'est très important. Donc pour vous, ce sont des outils qu'on peut mettre en place qui simplifient en fait la vie du RSSI, on peut parler de console unifiée ou de plateforme unique. En fait. Alors on va parler d'une plateforme, on va parler plus d'un système de défense qui va pouvoir apporter toutes ces informations au RSSI, qui va pouvoir l'exploiter et prendre les bonnes décisions. Prendre un titre de gain. Et le volume de la donnée est important. Plus il y a d'informations, plus l'échantillon sera grand, et c'est la théorie des grands nombres, plus le nombre est grand, plus la probabilité est faible. Donc ça, c'est très important. Si je regarde aujourd'hui un peu ce que l'on fait chez Sophos, on a 600 000 clients. De ces 600 000 clients, on va, par télémétrie, récupérer 220 téraoctets de données tous les jours qu'on va analyser, contextualiser. Ces 220 téraoctets, qu'est-ce qu'on va en faire? On va en voir, je sais pas, il y a à peu près 30 millions de détections qu'on va voir tous les jours, 11 millions d'attaques, et puis on va dans cet entonnoir, en corrélant, en contextualisant toute cette information, arrêter à peu près 230 attaques majeures. C'est-à-dire l'information utile. L'information utile va être donnée au RSSI pour que de ces 230 attaques majeures, il va pouvoir en tirer les conséquences et les postures de sécurité pour pouvoir par la suite anticiper les menaces auxquelles il pourrait être confronté. Alors, vous parlez de seuil de pauvreté cyber, c'est-à-dire si on va vraiment amener cette gouvernance globale qui n'est pas que de l'outillage mais de l'organisationnel, enfin organisation et people, comment fait-on? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Surtout que parce qu'il y aura toujours des sociétés qui n'auront pas de RSSI, et notamment les PME. Alors, le seuil de pauvreté cyber, c'est quoi? C'est le niveau en dessous duquel une société ne pourra plus assurer la continuité de son activité. Aujourd'hui, les sociétés, elles sont confrontées à un nombre de menaces croissantes, et ce n'est pas seulement parce qu'on en parle un peu plus dans les médias. On en parle beaucoup dans les médias, à coup, à renfort, on va dire, d'intervention d'hackers éthiques sur les plateaux de télévision, mais ce sont des menaces réelles. Et ce sont des menaces généralement simples, puisque les sociétés sont généralement exposées à des failles de cybersécurité qui vont impliquer soit le patching d'un équipement. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les APT, mais plutôt dans l'industrialisation de la cyberattaque. Voilà, on est et même dans la simplicité, que ce soit des sociétés qui ne mettent pas en place des outils simples d'authentification multifacteur ou qui les mettent et qui les opèrent de mauvaise façon. La problématique n'est pas là. La problématique, c'est que malgré l'évolution des modèles de cybersécurité qui ont intégré la gouvernance, on s'aperçoit que la majorité des sociétés n'ont pas la capacité à pouvoir appréhender cette gouvernance. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le RSSI qui est le maître d'œuvre en fait de cette gouvernance et qui est le garant de cette gouvernance. Donc ça, c'est très important. Vous apportez en fait, je dirais, l'outillage qui permet de simplifier, de rendre intelligible la cyber. En fait. Voilà. Donc, comment on fait, une fois qu'on a fait ce constat-là, comment on peut apporter cette fonction du RSSI à la plupart des sociétés. Les grandes sociétés peuvent avoir ce RSSI qui peut être lui-même submergé de demandes et qui aura du mal à avoir son rôle opérationnel. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est démocratiser la cybersécurité en démocratisant le rôle du RSSI. Ça veut dire quoi? Tout simplement apporter cette fonction du RSSI à l'intégralité des sociétés. Quand les sociétés auront un RSSI, c'est simple, on va apporter les outils pour pouvoir améliorer, accélérer, optimiser la fonction du RSSI et pouvoir se consacrer à d'autres activités, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et puis toutes ces sociétés qui n'ont pas de RSSI, leur apporter un concept de virtual ou de RSSI virtuel ou virtual CISO. D'accord. C'est quoi le virtual CISO as a service? C'est quoi que concrètement le virtual CISO? Ce sont un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre d'apporter la gouvernance à toutes ces sociétés qui n'ont pas cette gouvernance. Alors c'est quoi? Contrôler les postures de sécurité. C'est bien d'avoir des politiques de cybersécurité ou des contrôles de sécurité, mais est-ce qu'ils fonctionnent? Alors contrôler la sécurité, s'assurer qu'on est bien en conformité avec la réglementation. On parle de RGPD, pardon, RGPD ou alors NIS 2, des choses comme ça. Voilà, s'assurer que les plans de
retour à l'activité sont bien en place. Voilà, un certain nombre d'outils comme ça qui sont inhérents à la vie de tous les jours d'un RSSI, que l'on va apporter en fonctionnalité pour nos clients et nos partenaires pour pouvoir fournir ce service à leurs clients. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des RSSI moins techniques puisqu'ils auront en fait la possibilité d'avoir une aide en fait. Ils vont avoir un assistant, ils seront toujours techniques, le RSSI sera toujours technique fondamentalement, mais il va pouvoir se consacrer à l'évolution des technologies, à l'introduction de l'intelligence artificielle. Ouais, on n'a pas parlé d'IA, mais en effet, ce sont des outils qui sont boostés, je dirais, ou améliorés, augmentés par l'IA en fait. C'est on est en plein dedans. Alors, aujourd'hui, on parlait de volume, on parlait de 223 téraoctets tout à l'heure qu'on collecte tous les jours. Ça ne peut pas être traité sans l'intelligence artificielle. Et notre système de défense aujourd'hui, on dit c'est un système de défense natif intelligence artificielle, natif IA, voilà, qui va utiliser les dernières technologies, l'intelligence artificielle, pour démocratiser toute la résilience, en fait, quelle que soit la taille des sociétés. En sécurité, on parle de security by design, là c'est AI by design, en fait, dans les outils. J'ai l'habitude de terminer un peu ces cartes blanches, Bruno, par la question miroir. Vous regardez dans le miroir. Quelle question vous poseriez-vous? Je me pose beaucoup de questions, Olivier. Mais une particulièrement qui très vous bonne vient question. à l'esprit. Alors, je me pose beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle, mais ça va tellement vite que ma question d'aujourd'hui est déjà obsolète. D'accord. On vit quasiment dans le futur, dans l'intelligence artificielle. Donc moi, la question que je me pose est surtout par rapport à l'évolution du rôle de RSSI. C'est-à-dire le métier de RSSI. Le métier de alors RSSI. comment vous voyez-vous cette évolution de métier avec l'IA notamment? On parle d'intelligence artificielle. L'introduction de l'intelligence artificielle va non seulement augmenter la surface d'attaque, puisqu'on parle aujourd'hui d'agents intelligence artificielle qui vont créer des identités numériques, par exemple. Mais l'intelligence artificielle va aussi révolutionner les usages de tout un chacun. À titre personnel, je l'utilise tous les jours. Oui. Et puis, ça va révolutionner aussi la façon dont les sociétés vont prendre des décisions, puisqu'aujourd'hui, certaines décisions sont prises au sein des sociétés grâce à l'intelligence artificielle, ou à cause de l'intelligence artificielle parfois, parce que pas toujours les décisions prises par la direction de la société. Alors, quid du RSSI dans tout ça? Le RSSI, on l'a vu tout à l'heure, c'est le garant de la gouvernance. C'est lui qui est le maître d'œuvre dans cette gouvernance. Avec l'introduction de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer? On va lui demander, aujourd'hui, il va être attendu comme le coordinateur de la confiance numérique de la société. Malheureusement, le pauvre monsieur ou la pauvre madame, c'est pas le seul responsable aujourd'hui. L'intelligence artificielle, l'introduction et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans une société, c'est le commerce, c'est le legal, c'est le métier, bien sûr. C'est le métier, exactement. Donc on va demander, on ne peut pas faire en sorte que tout repose sur le rôle du RSSI. Donc c'est pour ça que des sociétés comme Sophos, qui sont non seulement leaders depuis 40 ans sur le marché de la cybersécurité, est aussi un leader dans l'innovation, puisque quand on parle de Virtual CISO aujourd'hui ou de CISO as a service, de solutions comme les CISO as a service, c'est une création de marché, quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Donc on va pouvoir accompagner ces RSSI dans le développement et l'accompagnement de leur métier, et notamment l'introduction de nouvelles technologies. C'est-à-dire que ça permet peut-être aux CISO, RSSI, de monter un peu dans la chaîne de valeur, peut-être d'être plus sur une dimension de gestion des risques. Voilà. Et de stratégie cyber. Voilà, gestion de la crise, gestion du risque, gestion de l'assurance de la société, et puis protection des assets de la société. Donc voilà, on va élever en fait le rôle du RSSI quand le RSSI existe, et puis fournir un RSSI à toutes ces sociétés qui malheureusement ne l'ont pas. Ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est les 359 millions d'entreprises. 90% sont des PME et des ETI. C'est 50% de l'emploi mondial. Très important. Et ce qui permettra de passer ce fameux seuil de pauvreté cyber et de monter un petit peu en compétence dans la chaîne de valeur cyber. Merci en tout cas Bruno pour cet éclairage, merci à vous. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine carte blanche, Bruno. Merci beaucoup Olivier.